Bonjour Philippe. Bonjour Lionel. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine que tu connais par cœur. Tu es un Absolument. invité absolu qui est diffusé en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Philippe Rier, tu es journaliste, Oui, ancien rédacteur en chef de la Lettre de l'Expansion ok, et un habitué, comme je le disais, il paraît. du Club Lamartine et des rendez-vous. Nous nous sommes quittés il y a quelques mois, quelques semaines, peut-être pas mois, mais quelques semaines, Ouais. sur l'après-présidentielle. Le gouvernement venait d'être nommé. On avait tiré, on n'était pas spécialement d'accord, mais le propos était est-ce que ce gouvernement a un poids politique et est-ce qu'il existe aujourd'hui après la défaite de la République en marche, Renaissance maintenant, est-ce que ce gouvernement a un poids politique? Alors effectivement, il y a eu les législatives qui ont surpris les sondeurs, nous-mêmes. On était plus sur une probabilité de majorité, courte majorité absolue, mais ric-rac. Et là, on a une majorité relative, comme tu le dis, c'est une défaite. C'est une défaite politique, mais ils ont quand même une majorité relative, hein, ce qu'on appelle une majorité relative. Alors c'est Alors, marrant moins, parce qu'on parle de majorité et en fait il n'y a pas de majorité. Ils ont un euh, poids ouais, mais il n'y a personne prépondérant. à ce moment-là de majorité. Ils Oui, sont quand même le groupe le plus puissant, c'est pour ça qu'on dit majorité, plus que le RN, plus que la NUPES. Donc, c'est une majorité qui est relative. Tu sais, il y a des scrutins qui sont à la majorité absolue ou à la majorité relative, deuxième tour, oui, troisième tour, dans des copropriétés, dans des tas d'instances. Il y a quand même une oui. majorité relative. Mais une majorité relative très, pas ric-rac, une majorité relative de basse eau. Il manque une quarantaine de sièges. Alors, le gouvernement, il avait été nommé avant et il a été reconduit avec le même personnage central, la même PM, l'effet waouh d'une femme Premier ministre et d'une femme plutôt venant de la gauche, donc ne traduisant pas forcément les nouveaux équilibres de l'Assemblée nationale, puisqu'on a bien vu qu'il y avait une tentation de certains poids lourds de la droite du gouvernement, c'est-à-dire Darmanin, Le Cornu, Le Maire, peut-être de voire François Bayrou, de changer de Premier ministre. Et puis, il n'a pas été changé. Alors, on peut penser que c'est un aveu de faiblesse, comme on peut penser que c'est un aveu de force. Enfin, on le verra à l'usage. Mais le président a eu le poids suffisant pour confirmer, malgré ses avenies législatives, Madame la Première ministre. Ils ne voulaient pas se désavouer aussi. Ça s'est doublé du fait qu'elle a plutôt surpris en bien en termes d'expression, en termes de storytelling, en termes d'aspect. En faisant un petit peu de provoque, je dirais que pour le plan de sobriété énergétique qui nous est annoncé pour la rentrée, elle incarne un peu physiquement la sobriété. Elle n'est pas dans le show-off, elle n'est pas dans la démonstration, elle est austère et elle annonce des temps, pas forcément Churchill, mais elle annonce un temps de petite privation. Et c'est ce qui se dessine quand même pour la rentrée, avec l'énergie. Et je trouve que de ce point de vue-là, le casting n'est pas si mauvais. Par ailleurs, il permet au président de tenir tête à ceux qui l'ont déjà enterré, qui disent déjà c'est l'après-Macron et qui disent déjà il faut s'organiser en écurie pour la prochaine présidentielle. Et là, ils sont plusieurs au sein du gouvernement, Darmanin, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, au moins, sans compter ceux qui sont à l'extérieur, Édouard Philippe, pourquoi pas François Bayrou, etc. On peut tout imaginer. Donc, c'est une manière de poser le système avec des gens, des pseudo-candidats, des présumés futurs candidats à la présidentielle qui regardent, qui savent déjà que pour Macron, c'est une autre période qui arrive et plutôt que ça se terminera mal pour lui, ça peut se terminer d'autant plus mal que, oui, il ne sera pas reconduit, hein, donc ça se terminera objectivement mal. Ça sera la fin de son second quinquennat. Et on sait que les seconds quinquennats, aussi bien pour Mitterrand que pour Chirac, ne sont pas glorieux en général. Donc il y a cette scoumoune d'un échec attendu, d'un échec programmé. Mais il a imposé son choix qui n'était pas le sien en premier, vu qu'il voulait mettre Madame Catherine Vautrin, issue Oui. de LR. C'était la surprise du chef. Et puis c'est emballé comme un joueur, il a changé de cavalier, et puis il est apparu maintenant que sa championne,
celle qu'il aurait toujours voulu avoir à Matignon, c'est Madame Borne. Voilà, c'est un petit côté, en effet, Majax, là aussi. Et nous avons Madame Borne qui a imposé le respect quand même par ses différentes interventions, déclaration de politique générale, séance de questions au gouvernement de la semaine dernière. Elle n'est pas chahutée plus que ça, elle sait manier les silences, elle n'est pas vulgaire et agressive à un moment où tout le monde s'empoigne et se déchire, et que donc, quelque part, ça fait un petit peu de bien. Elle calme un peu le jeu et elle fait référence quand même dans son vocabulaire, dans ses discours, y compris celui qu'elle a fait pour le Veldiv, elle donne quand même, elle met en avant quand même des valeurs imprégnées d'un fond commun de gauche, de belles valeurs sociétales. On l'a bien vu quand elle voulait vraiment que Abad sorte du gouvernement. Elle est allée jusqu'au bout. De belles valeurs sur le Veldiv, où on a vu quand même que sur l'antisémitisme, elle a été à la fin un très beau discours hier, avant celui du président. Et donc là, elle rassure. Alors après, ça ne veut pas dire que tout ça, ça va être pérenne, ça va durer longtemps. Ça va être, pour le moment, c'est très fragile. Mais voilà, il a quand même voilà, elle est impopulaire, hein, tu vas me dire. Elle est impopulaire. Bon, les sondages sont pas bons, ils sont bons pour personne. Le pays est vraiment, il a chaud, il bout, comme la météo, comme les incendies. Tout peut arriver à la rentrée, mais il y a quelqu'un qui est sorti du jeu, qui était inattendu. Qui aurait parié sur Madame Borne, Premier ministre, il y a 2 mois, Non, mais 3 mois? effectivement, elle a fait preuve de charisme, quelque chose qu'on n'y prêtait pas auparavant, Oui, de stature. Quand je dis charisme, c'est aussi de stature. stature. On parle souvent que le politique doit prendre le costume, et là, elle l'a endossé à plein, et on pouvait, c'était pas imaginable, trop imaginable. Peut-être ses proches qui la connaissaient mieux pouvaient l'imaginer, mais en termes médiatiques, Nous sommes c'était pas d'accord. imaginé. Et Nous sommes d'accord. effectivement, tu parles du discours du Veldiv, et il était extrêmement beau et juste, par rapport même plus puissant que celui du président. Tout à fait. Et ça, L'effet de la nouveauté avec le président, c'est toujours, on a l'impression qu'il y a toujours un numéro, que c'est toujours politicien, qu'il a plusieurs cibles. Là, hier, avec le président, il cherchait un peu il cherchait Zemmour, il cherchait CNews, il cherchait les plateaux de télé où Zemmour sont candidat. On a l'impression qu'il poursuivait la campagne d'élection présidentielle. Elle, elle me renvoyait plus à Chirac, Mitterrand, toute proportion gardée, hmm. en restant sur le terrain des valeurs. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Et là, je pense qu'elle a rassuré, elle a gagné des galons d'estime dans une partie de l'establishment qui, reconnaissons-le, ne la connaissait pas. C'était une préfète. Et il y a très rarement eu de préfet aux affaires et à des postes si élevés en France. Les préfets, c'est important dans les départements pour combattre les incendies. C'est souvent contesté, le préfet l'allemand comme préfet de police, mais les préfets en politique, ils se comptent sur les doigts d'une main, 2 mains, et en général, ça ne se termine pas très bien. Elle peut être l'exception qui confirme la règle. Alors, pendant des semaines, pendant des jours, en tout cas, on a parlé d'un gouvernement d'union nationale, en tout cas d'un rassemblement au-delà des frontières de la République en marche, Renaissance aujourd'hui, et ça n'a pas marché. Est-ce que ça n'a pas marché parce qu'il y a ce problème constitutionnel? En tout cas, pour moi, je considère que c'est un problème constitutionnel, que le président, au bout de 2 mandats, ne peut pas se représenter. Ce n'est pas possible. Et de fait, le roi est nu après une défaite aux législatives, et cette non-possibilité de se représenter, en fait, ça n'encourage pas les opposants à monter sur le bateau, parce qu'ils savent déjà que dans 5 ans, et donc on se l'est déjà dit, dans 2 ans, on commencera la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un problème constitutionnel aujourd'hui? Alors, il y a ce problème constitutionnel, il y a ce problème des modes de scrutin, etc. Il y a le phénomène effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà un petit peu on est déjà dans l'après-Macron, et que donc, quelque part, tous les partis se préparent pour la prochaine bataille, et que pour les partis qui auraient pu s'associer dans une forme de compromis, de coalition à l'allemande, ce qui ne peut pas trop se faire en France, tu l'as dit, pour des raisons constitutionnelles, hein, puisqu'il y a le président, alors qu'en Allemagne, ça se joue au niveau du chancelier. Il y a des majorités qui évoluent avec des coalitions qui peuvent évoluer comme en Allemagne, comme en Italie. En France, tout est plombé par la stature du président de la République et de qui il doit son élection. Et donc là, effectivement, les socialistes, comme les républicains, qui reviennent quand même avec de maigres troupes, mais avec quelques troupes à l'Assemblée, se disent
on ne va pas d'abord tout de suite, dans un premier temps, se précipiter dans les bras de M. Macron. Il vaut mieux rester un peu à part, voir comment il se débrouille. Je pense que grosso modo, il y a une espèce de consensus, à tort ou à raison, pour penser que ça se terminera par une dissolution ou un référendum ou au retour un appel au peuple du président pour voir s'il le suit ou s'il ne le suit pas. Donc, il y aura des blocages et que donc, dans cette perspective, s'il devait y avoir de nouvelles législatives, ces partis veulent tirer leur épingle du jeu et rester à part pour éventuellement être le source, le point de démarrage d'une nouvelle coalition victorieuse pour 2027. Alors là, c'est un peu, on parle et juste avant qu'on commence, on disait, est-ce qu'il y aura une dissolution? Alors, c'est le problème de la dissolution, c'est tu me tiens, je te tiens par la barbichette quand même. Parce que retourner devant les électeurs, il est peu probable que le Rassemblement national le souhaite, avec 85, c'est ça 85, 89 89. 89 députés. Quand on en a autant et que ça rapporte autant, il est peu probable qu'ils jouent à flinguer le gouvernement pour retourner face aux électeurs. La probabilité que 89, ça soit pas 89 la fois prochaine, ça soit moins, et quand même, elle existe. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Moi je pense que non, c'est l'inverse. Je pense que si ça va mal, si on va vers une dissolution, c'est que ça va mal. Mais il faut voir dans quelle direction. Pourquoi ça va mal? Pourquoi il y a un blocage? Donc, dans un premier temps, on peut se dire, celui qui porte la responsabilité du chaos, du fait que ça aille mal, en général, on lui fait payer. Et que donc, tu vois bien que NUPES, comme RN, comme le gouvernement, comme personne n'a envie d'aller tout le monde fait semblant et dans la posture en se disant ah ouais, on va trouver des compromis. Le RN dit ah ouais, on va être très sérieux, on va pas bloquer, on va apporter nos propositions, nos amendements, etc. La NUPES aussi, etc. Tout ça, c'est un jeu de dupes parce qu'il ne faut pas apparaître à un moment où on sort d'une séquence électorale où on a beaucoup voté, où les gens ont beaucoup voté mais peu voté. On n'a peut-être pas forcément on n'a pas envie de porter la responsabilité d'un retour aux urnes qui, dans l'esprit des gens, se dirait ça sera rebelote. On va reconduire une assemblée avec trois groupes, une assemblée tripartite, le RN, le centre macroniste et puis la gauche. Donc, à quoi bon? Mais la politique, c'est aussi la résultante de faits extérieurs, d'une crise économique, de blocage, de bévue du gouvernement, d'éventuels scandales. Il y en a un petit peu les prolégomènes là, avec l'affaire de Uber, mais il peut y en avoir d'autres. On peut penser que un second mandat de Macron, c'est les bouches vont s'ouvrir et qu'il va y avoir des accusations, des choses qui étaient bloquées, gelées, qui n'arrivaient pas à sortir d'affaires pendant le premier quinquennat. Là, tout le monde a intérêt peut-être à ce qu'elles sortent, qu'elles créent un climat délétère, qu'elles affaiblissent le président. Et puis, il peut y avoir des conditions économiques de crise, de révolte par la rue, etc. Et qu'à un moment, il apparaîtra légitime aux yeux de l'opinion de faire trancher ce débat par de nouvelles élections. Et à ce moment-là, celui qui provoquera la crise, ça arrive en Allemagne, ça arrive en Italie, il peut remporter la mise. Et que de la vie générale, je te reproduis un petit peu la vie générale, c'est un petit peu le mien aussi, mais c'est un petit peu la vie générale. S'il y avait vraiment une crise, là, il y a deux thèses. Il y a effectivement que si c'est le président qui la provoque, il peut dire c'est moi ou le chaos et jouer sur un réflexe électorat légitimiste, l'électorat de droite qui a peur pour son épargne, qui a peur pour la crise, qui a peur à nouveau de gilets jaunes, qui a peur de perdre des économies, qui a peur qu'on lui taxe son assurance vie, qui a peur qu'on lui taxe à nouveau un impôt sur la fortune XXL, des choses comme ça qui risquent d'arriver à la rentrée par les propositions des oppositions, un nouvel impôt sur la fortune, etc. Bon, et là, qui disent, bon, ça suffit, retour devant les urnes et il ramasse la mise. Mais a-t-il le pouvoir, le poids suffisamment? Comme sa cote quand même est très, très, très faible et comme il y a un problème de sa relation entre lui et les Français, je pense que les autres partis, les oppositions, pensent que ça peut avantager, au contraire, le parti d'opposition qui aura déclenché cette crise. Et pour moi, il n'y en a pas deux, ce n'est pas NUPES, c'est le RN, et le RN peut provoquer sur fond de mécontentement, sur le fond de jacquerie, sur le fond de faits divers atroces comme celui d'Angers, etc., sur le fond d'une crise
de l'Europe aux suites de la guerre d'Ukraine, qui montrerait qu'en fait les sanctions contre l'Ukraine, c'est surtout des sanctions qui ont affaibli l'Europe, que donc là, ça crée des tensions avec l'Italie, la France, l'Allemagne, etc. Il peut y avoir, comme dans les années 30-40, un terrain favorable à un pouvoir fort et à l'extrême droite. Et moi, je pense que s'il y avait des élections, l'extrême droite peut revenir encore plus importante, au Ah oui, contraire, avec d'abord parce que les gens ne voudront pas désavouer ceux qu'ils auront élus, hein, les nouveaux, et beaucoup de députés, beaucoup de circonscriptions auront été perdues très peu par le RN, et donc je pense qu'ils peuvent en prendre 50 autres facilement. ah oui, mais alors dans ces cas-là, qui, qui c'est une dissolution ou un renversement du gouvernement? Ah ben après, tout peut arriver, ça peut être Oui, mais provoqué par… oui et non, parce que pour qu'il y ait dissolution, il faut que le président il va pas dissoudre s'il sent pas qu'il peut gagner comment dirais-je l'élection. Il peut pas avoir renversement du gouvernement tant que les trois opposants, parce qu'il faut les trois en fait pour arriver à cette majorité, euh, arrivent à cet renversement. Il faut donc une convergence des trois qui puissent penser à un certain moment que les trois puissent se sortir favorablement de la future élection. Non, ce n'est pas forcément commandé par une union des trois ensemble pour remplacer Mme Borne. C'est s'il y a une motion de censure, d'abord, ça peut inciter le président à changer de Premier ministre, à Ouais. faire un gouvernement en disant au LR, bon, le LR va dire, on est prêt à vous soutenir si vous nommez Laurent Wauquiez, si vous nommez un homme de droite. Mais alors là, on fait une coalition. Alors là, une partie de En Marche s'en va, et c'est un gouvernement de droite. C'est Mhm. une cohabitation avec Macron qui reste toujours président. Ça peut être ça. Oui, mais là, tu n'as pas d'élection. Et puis comme ça peut ne pas marcher, parce que Mhm. LR refuse, parce qu'ils sentent que pour le prochain coup, il faut rester unis en dehors et rester dans l'opposition. Et à ce moment-là, ben, si le Premier ministre suivant, mettons François Bayrou, est élu et qu'il débouche, qu'il a aussi peu de succès, ben, il y a une dissolution qui est demandée par le président. Il dissout pour se Bon, faire trancher par les Français. Alors, il n'y a pas que la solution de dissolution. Il y a la solution qu'il a esquissée dans son discours, dans son interview du 14 juillet. Il a parlé de référendum. oui. Mais on Il sait ferait des qu'on ne répond référendums. pas à Mais la ça, question. pour moi, c'est complètement absurde. C'est du gadget parce que dans l'état de l'opinion, C'est non. euh, Macron te proposerait un système avec sans canicule pendant 2 ans. Je pense que les gens voteraient quand même non. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, n'importe quel sujet, même une hausse du SMIC, etc., ils voteraient non. Donc, tout ça, c'est des jeux d'embrouille. Hmm. C'est des jeux de. Voilà, c'est pas très intéressant. Non, il y aura pas de référendum. Il ne peut pas y avoir de référendum. Vu l'état de la société politique, comment elle est électrisée, je ne pense pas qu'il y en ait de référendum. Il pourrait y en avoir si, sur des aspects institutionnels, s'il va vers la proportionnelle. Mais bon, c'est un peu surréaliste la proportionnelle. On est dans un système où même sans la proportionnelle, on a ce que voulaient le RN et l'UPES. On a des partis extrêmes mieux représentés. Bon. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la priorité. Non, La la preuve que. priorité, Lionel, elle va être économique. Elle va Oui, être terrifiante à la rentrée. Et ça, quand tu as une crise économique, ça renforce les extrêmes. et ça montre que la Ve République, on disait oui, il y avait un problème, une distorsion entre le vote et la représentativité. La preuve que non, quand les gens veulent un parti, ils arrivent à le mettre, quoi. Il n'y a pas besoin de la proportionnelle dans l'absolu, quoi. Absolument. Et, et, Oui, de- mais et s'il dernier y avait eu élément, la proportionnelle, je pense que le RN aurait été encore un petit peu plus puissant quand même, et NUPES. Ils en auraient eu 20 de plus. et dernier élément, Après, c'est ça que dépend de quel type de proportionnel. les Français peuvent se rendre compte aussi ce que ça veut dire la proportionnelle quand il n'y a pas un parti majoritaire absolu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des votes étonnants, on verra, hein, sur le climat, sur les avancées sociales. Euh, il peut y avoir des surprises dans les prochaines semaines, des coalitions qui peuvent être surprenantes. On en a vu une sur le pass sanitaire, où là, c'est une décision symbolique, pas de pass sanitaire aux frontières pour les mineurs. Alors, c'est bien la première fois que l'extrême droite refuse une limitation des étrangers à entrer en France. Hein. C'est quand même bien la première fois, mais bon. Oui, mais il risque d'y avoir comme ça des ententes sur des propositions populaires. Par exemple, sur la loi sur le pouvoir d'achat. Il n'est pas impossible qu'il y ait un amendement
que l'amendement de LR qui propose de mettre le litre d'essence à 1,50 € et qui est considéré comme trop démagogique par le pouvoir, que ça coûterait trop cher. Et ben là, c'est typique un amendement qui, pour bordéliser la situation, peut avoir le soutien et de RN et de NUPES. Parce que ça va dans le bon sens, ça va dans le sens des économies. On s'en fout du coût. Mais ils peuvent se retrouver, il peut y avoir cette semaine, les jours qui viennent, le même coût qu'il y a eu pour le pass sanitaire. Je te donne un autre exemple à la rentrée. Il risque d'y avoir une proposition intelligente d'une partie de RN, NUPES, pour recréer un impôt sur la fortune ou pour recréer une cotisation pour faire payer les gros, les grands groupes, etc., ceux qui ont profité de la crise. Ça risque d'être impulsé par des gens de RN, des gens de… Voilà. Mais il peut y avoir un amendement pas maximaliste, mais qui aille dans cette direction. Mais c'est-à-dire qui va à l'encontre de la doxa du président, qui est de dire pas un impôt supplémentaire. Et bien sur ce genre de proposition, tu peux avoir le soutien de RN, d'une partie même d'En Marche, de l'aile gauche d'En Marche, qui rejoignent, qui soient pour une cotisation spéciale riche, tu vois. Là, tu risques d'avoir ça. Mais ça, c'est tout le système, toute la doxa macronienne qui risque d'exploser pendant le coup, ça. Et ça, tu vas avoir de ça en permanence sur tous les textes, où des gens vont se retrouver sur des mesures populaires qui paraissent frapper au coin du bon sens, dont on oubliera la cohérence par rapport à l'ensemble de la politique économique, qui ne font pas partie d'un plan. Ce n'est pas un plan de rigueur, ce n'est pas un plan pour taxer les riches, mais ça serait une petite mesure, mais qui excitera tout le monde, sur lequel plein de gens peuvent se retrouver. Tout le contraire, ça, c'est les mauvais compromis, je dirais. Si c'est ça les compromis, il n'ira pas loin. L'embarcation présidentielle, elle n'ira pas loin. Parce que je peux te dire que ça va coûter cher, tout ça. Oui, mais en même temps, il y a des articles quand même dans la Constitution qui permettent de Oui, bloquer des amendements qui vote augmenteraient bloqué, et puis les impôts, l'article ce genre de choses. 49.3, mais ça ne peut pas se faire sur tous les textes. Oui, une seule par session. Oui. Et sur le texte. Article 49.3 par loi de finances, pour la loi sur la sécurité sociale, et une fois par session sur un autre texte. Donc 3 fois. Alors, et dans ces oppositions, il y a quand même des mouvements, on va essayer de décortiquer assez rapidement, mais précisément. Au sein des républicains, il y a deux types de républicains, les républicains parlementaires et les républicains provinciaux, si on peut Oui. dire comme ça, ceux qui représentent la nation et ceux qui représentent les territoires. Oui. Ils ne sont pas d'accord. Et là, Laurent Wauquiez vient d'annoncer qu'il ne veut pas briguer la présidence du parti, les Républicains. Quelle est ton analyse? Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec les républicains de Paris, les républicains nationaux, les républicains locaux. Je pense que les républicains, c'est plus par zone géographique. Tu as des républicains modérés du centre-ouest, de la région centre, de la région Bretagne, de la région Loire-Atlantique, de la région, etc., comme le maire de La Baule, etc., l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, etc. Ces gens-là, ils sont prêts à s'allier avec la majorité. Ils sont des modérés. Et puis, tu as des républicains qui sont dans le combat, qui sont en fight contre le Front National dans le sud, dans le sud-est ou dans la région de Laurent Wauquiez. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus cortexés idéologiquement. Quand ils sont encore là, ils sont très dans l'opposition, ils sont donc contre tout compromis et ils ont parfois réussi à mater, à claquer le RN, comme Éric Ciotti à Nice, etc. Et donc, ils se sentent extraordinaires et pleins d'avenir. C'est le cas, et j'y reviens, de Laurent Wauquiez. Alors, second problème, il pense, ça peut se discuter, que ce n'est pas par le parti qu'on peut y arriver. Et lui a une mauvaise expérience de diriger un parti. Oui, Ce parti, il l'a porté aux européennes et il s'est viandé. Mais c'était une époque où le jeune Wauquiez, il irritait, il était coruscant, il était désagréable, il irritait beaucoup de gens par sa taille, son insolence, etc. Il était marqué par l'époque Sarko. Là, on nous dit, il y a une petite musique qui s'installe, il s'est changé, l'air de Auvergne-Rhône-Alpes l'a un peu changé. Il a établi des deals avec les centristes locaux, etc. C'est lui qui a ramené le plus de députés LR. Sur 61 députés LR, il y en a un tiers qui viennent de sa région. Donc ça veut dire qu'il a le poids, qu'il a du poids. Est-ce que c'est la peine qu'il soit président d'un parti? Ça veut beaucoup plus dire, et ça c'est un sujet que je t'interpelle là-dessus, qu'en ce moment, il y a quand même une vague aussi bien à gauche comme à droite qui est de dire on peut y arriver
sans forcément un parti. On l'avait déjà vu avec Xavier Bertrand, tu vas me dire, il n'y est pas arrivé. Mais Oui. il est toujours en course, puisque tous les médias nous annoncent une bataille, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, pour la prochaine présidentielle. Ces deux-là, visiblement, ne seront pas patrons du parti, à moins que Xavier Bertrand nous annonce qu'il est candidat à LR. Je ne le crois pas, mais ça peut arriver, comme l'autre a libéré la place. Idem au PS. Quand on voit que M. Cazeneuve, même lui, quitte le parti, quand on voit que Le Foll, quand on voit que Mme Delga, tout ça, bon, on a l'impression, et ce n'est pas Olivier Faure qui va être, à mon avis, candidat à la présidentielle non plus. Donc, affaiblissement des partis, démocratie d'opinion. Et on se dit, Mélenchon aussi, on l'a vu, il quitte l'Assemblée, il n'est plus à l'Assemblée. Et pourtant, il est peut-être toujours dans la course. Alors, il n'y a que Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est effectivement patronne du parti. Plus pour très longtemps. Elle installe son dauphin. Ça va être M. Bardella. Oui. Voilà. Donc, ça relativise le poids de chef de parti. Voilà ce que je veux dire. Voilà mon mais, interprétation pour Wauquiez. mais pour Marine Le Pen, elle est quand même à l'Assemblée nationale et présidente du groupe, ce qui Oui. lui donnera une tribune, ce qui n'est pas le cas de Laurent Wauquiez. Ouais. Au niveau national, il n'a pas de stature. Et les barons, on en avait parlé, les barons locaux, au moment de la présidentielle, bye bye, exit. Ça peut revenir aussi bien pour lui que pour Xavier Bertrand. C'est une bataille pour gagner les barons locaux, pour gagner des alliances et pour se montrer crédible en dehors du système. En dehors du système de l'Assemblée, en dehors du système du parti. Et Wauquiez, comme Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'ils veulent vendre? Ils vendent, moi je suis le meilleur sur une région qui est déjà un grand bout de la France. Les Hauts-de-France pour l'un, Auvergne-Rhône-Alpes pour l'autre. Et je réussis pas mal, je suis réélu très très bien. Alors pourquoi pas moi? C'est ça le sésame pour la présidentielle. Oui, mais Valérie Pécresse, c'était le cas. Ça Ouais, a mais marché. là, il y a des différences de niveau et de qualité. Alors, ok. Pour ces deux messieurs, ils y croient, ils y pensent depuis 20 ans. Pour Mme Pécresse, je pense que c'était plus récent, la maturation de son projet présidentiel. Bon, Je pense qu'elle elle pensait moins à ça depuis le berceau que les alors, deux autres. la NUPES, tu en parlais Ouais. à l'instant. Bon, je pense que Mélenchon regrette chaque matin de ne pas s'être présenté à la. C'est ce qu'on dit. Ah bah, Faut voir. il a quand même laissé la place, quoi. Oui, avec une femme, une patronne qui fait polémique en plus. Qui est quand même comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ça prouve quand même, excuse-moi de te couper, ça prouve quand même qu'il ne pensait pas que la NUPES allait gagner. Parce qu'autrement, il ne se serait pas prêt. En fait, il a parié sur le scénario que lui pouvait perdre et que la NUPES pouvait éventuellement gagner et devenir Premier ministre. Parce que s'il avait une défaite personnelle, c'était compliqué pour devenir Premier ministre. Mais en ne se présentant pas et en ayant quand même un groupe aussi fort, il laisse la place à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est plus compliqué que lui, que ça. Il est soumis à des influences un peu diverses. Je crois qu'il était, je te l'avais déjà dit la fois dernière, que pour lui, il était très pesant de rester député à Marseille. Je crois qu'il est fatigué par ses allers-retours. Et quelque part, ça lui faisait tout bizarre. Alors, tu vas me dire, il aurait pu se présenter à Paris, finger in the noise. Non, c'était peut-être pas si évident qu'il y aurait un ras-de-marée, qu'il y aurait tant que ça de députés NUPES à Paris. Et puis, quelque part, il devait se dire, bon, je trahis un peu les Marseillais qui veulent que je continue, etc. Je pense qu'il y a ce côté un peu affectif, un peu, qui nous paraît peut-être un peu puéril, mais qui peut exister chez un homme politique. Deux, je pense que, quelque part, il est très dans le... Alors, on pourra reparler du RN et de Marine Le Pen, etc. Mais la manière dont il essaie de passer le flambeau à la génération qui suit est très intéressante. Il a quand même eu dans la précédente mandature un groupe très puissant de personnalités fortes qui ont émergé, qui sont très identifiées par l'opinion et qui forment l'ossature de son groupe aujourd'hui. Maintenant, avec de nouveaux venus. Et je pense que sincèrement, je pense qu'il n'est pas mécontent qu'il y ait un mouvement un petit peu darwinien de sélection naturelle avec des tendances, etc. Dans son groupe. Je ne suis pas persuadé qu'à son âge, on ne sait peut-être pas tout de lui, hein, de ses problèmes de santé, de fatigue, etc. Président de groupe, voilà, il peut vouloir faire des choses différemment. Enfin, on verra si c'est, on verra. On ne peut pas dire de suite qu'il a. Enfin, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il a eu tort d'emblée, qu'on considère qu'il a eu tort de ne pas se représenter. Je n'en suis pas si sûr. On va voir comment il habite ce personnage un petit peu d'oracle. Père de la nation, tu veux dire?
il se rattache un peu à tous ces grands politiques de se mettre un peu en retrait. Cazeneuve, il se met en retrait. Jospin, bon, il se met en retrait. Va-t-il revenir? Bon, Jospin, il a pris l'âge entre-temps. Il aurait pu revenir plus tôt, on s'est posé la question. Giscard, c'est plutôt une tradition française de quelqu'un qui a beaucoup compté, qui se met un peu en retrait pour pas forcément jouer les premiers rôles. Et puis, je pense quelque part, l'affaire de ces polémiques, de sa provocation avec la maréchaussée et les réseaux sociaux et tout ça, je pense qu'il est plus de cette génération-là. Et quelque part, il en souffre, pour bien le connaître. Il alimente, tu vas me dire qu'il alimente ce système, etc. Oui, Mais oui. je pense que c'est plus compliqué que ça. Bon. Voilà. Il n'est pas très à l'aise avec la nouvelle façon de faire de la politique. Alors, tu en as parlé il y a quelques instants, Olivier Faure. Alors, Olivier Faure, c'est la surprise du chef parce que Pareil, quand même. mais il revient de loin parce que tout le monde se moquait de lui, tout le monde le prenait pour un simplet, pour un type nul, etc. Bon, il a ramené plus de députés qu'il en avait. Il en avait 27, il en a 31. Bon, c'est fragile. Il y en a 4 ou 5 qui n'ont pas voté la censure, dont la députée du Lot-et-Garonne et 2 ou 3 autres. Bon, mais je pense que c'est relativement soudé et il est en position, évidemment, de remporter le congrès qui va avoir lieu à l'automne. Donc, je pense que ça, ce n'est pas une très, très bonne nouvelle dans l'immédiat pour ceux qui voulaient le challenger. Et en plus, il a fait un très bon discours au moment de la censure. Oui, oui. Il est apparu comme un tribun, quand même. Ouais, mais il apparaît aussi comme son image. Bon, alors, son image dans l'establishment, c'est un peu. C'est divisé. Les gens ne sont pas d'accord. Il y en a qui pensent qu'il a trahi. Enfin, il y a tous les anciens socialistes qui ont rallié la Macronie qui pensent que c'est un traître, quoi, qui s'est allié au diable Mélenchon. Voilà, ça, on n'en sort plus de Oui, ça. mais est-ce que c'est pas la position de la gauche aujourd'hui? On en a parlé pendant des confinements et avant la présidentielle, je te disais, pour moi, il y a une distorsion entre la Ben voilà. proposition et la population qui a un besoin social. Je veux dire, on sent qu'il y a une société qui ne veut travailler plus que 4 jours par semaine. Il y a une demande sociale et elle n'était pas incarnée. Est-ce que Olivier Faure, en prenant ce pari d'être plus à gauche que ses camarades sociodémocrates, est-ce qu'il n'a pas pris le pari de l'équation avec la population? Alors, ça avait commencé, ça me fait penser à Benoît Hamon, l'élection précédente, Oui, bien sûr. qui avait présenté cette thématique du revenu, tu sais, Bien du sûr. revenu personnel, qui est effectivement une thématique un petit peu de gauche, qui a fait Flores après, dans la campagne présidentielle des démocrates aux États-Unis, etc., puis qui a fait Flores, d'ailleurs, qui est partagé par des gouvernements de droite comme de gauche, mais qui était un thème qui intéressait les gens. Et on s'était moqué de cette obsession de Benoît Hamon. Bon, ça n'avait pas réussi en termes électoraux. Pour ça, aussi parce qu'il n'avait peut-être pas l'équation Il s'était difficile à mal lire, etc. présenté. Et deux, il n'était pas dans une logique d'alliance. Hmm. Alors, Olivier Faure n'a pas non plus forcément un charisme tellement plus important que Benoît Hamon, dans un autre style. Mais il s'est installé dans une alliance. Et c'est une alliance qui était victorieuse. Enfin, victorieuse, qui a permis à cette alliance de faire beaucoup plus de sièges que ces Oui, groupes, ces elle a partis été gagnante. séparément n'avaient dans la mandature précédente. Elle a été gagnante. Après, les sociodémocrates peuvent sauter Alors, tout ça, ça à la peut trahison, évoluer. mais elle a été Là, gagnante. je te cite un petit peu des confidences que j'ai glanées des uns et des autres là, de ces jours-ci. C'est que quelque part, dans l'alliance des 4 insoumis, verts, communistes et socialistes, les insoumis, finalement, sont un peu déçus par le comportement d'abord des communistes. Les communistes qui veulent avec lesquels ils sont traditionnellement rivaux, avec M. Roussel, etc. Et donc, ils ne sont pas très amis-amis. Les Verts, ils les trouvent un petit peu inconséquents, divisés, l'échec de la candidature Jadot, etc. Pas avec un discours uni. Les seuls qui ont une colonne vertébrale, c'est le PS. Et donc, quelque part, cette union NUPES se stabilise autour d'un pôle insoumis, mais avec le PS, mais qui joue un rôle, le groupe PS, qui joue un rôle plus important, qui squeeze un peu les 2 autres groupes qui sont moins Par importants. leur sérieux et par le... Voilà, plus sérieux. Et donc, j'en ai discuté avec Olivier Faure comme avec Boris Vallaud. Leur idée, c'est de redonner de la densité, de la force et après, oui, et puis de revenir sur certains fondamentaux sociodémocrates. Enfin, la messe n'est pas dite. L'appareil photo, bon, il prend une photo aujourd'hui, mais avec le temps, tout ça, ça peut évoluer.
les rapports de force au sein de cette coalition. Oui. Bon, après, il peut y avoir des incidents de parcours. Bon, l'affaire, on peut ergoter sur l'affaire du tweet de Mme Panot. Mais bon, en même temps, je trouve qu'il y a une surréaction des deux côtés. La société des tweets fait que maintenant, on peut dire n'importe quoi. Et un tweet prend des proportions, etc. Mais la manière dont certains ont réagi à ce tweet. Bon, et c'est vrai que moi, je me suis rappelé la polémique en 2018 avec Macron sur le même sujet. Il y avait eu toute une polémique où Macron avait rendu beaucoup hommage, voire trop hommage, au Philippe Pétain de la guerre du 14-18. Et ça avait été une polémique terrible. Et là, je crois qu'elle voulait faire référence à ça, mais de manière trop abrupte et maladroite. Elle a rectifié le tir ce matin. C'est comment peser les mots et être juste. C'est une erreur historique d'avoir fleuri de la tombe de Pétain de la part d'Emmanuel Macron. C'est une erreur, mais fondamentale. Comment peut-on faire un discours sur Veldiv en ayant fleuri la tombe du maréchal Pétain? C'est inexplicable. Voilà, donc tout ça est C'est une erreur culturelle. J'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. Maintenant, le tweet, il n'y a pas un écal. Je veux dire, c'est une connerie monumentale. Oui, mais enfin, il a mis en furie des tas de gens dont je ne citerai pas les noms, mais qui, dans leur propre tweet, proposaient presque le bûcher, la disparition. Enfin, je ne veux pas relever, mais je trouve ça d'une violence. C'est pas possible. Ce pays va très, très mal. Et le tweet, je trouve que le tweet est, comment dirais-je, il manque de culture politique. Voilà. Oui. C'est là où alors, c'est quelque part, ils prennent le mauvais côté de Mélenchon. Le bon côté de Mélenchon, c'est sa culture, c'est sa connaissance de l'histoire, sa connaissance de la politique. Et là, ils prennent que le côté polémique. Est-ce qu'il n'aurait pas fait un truc de ce mauvais goût aussi? Ça peut arriver, il en a fait, tu sais, de mauvais goût. Les tweets schématisent la pensée. Et dans un tweet, c'est un effet de style, on se fait plaisir, c'est un raccourci. Ça fait fi de. On ne peut pas, dans un tweet, prendre en considération toute l'histoire. Alors, dernière question. Oui. Le temps passe malgré tout. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est Édouard Philippe. On n'en a pas parlé. Alors, Édouard Philippe, il fait partie du trio des chevaliers du ciel. Là. Ouais. Mais pas du ciel et du ciel. On avait parlé de Bruno Le Maire, de Darmanin, les rivaux, là, ceux qui attendent. Ouais. Et puis il y a Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, par rapport aux deux premiers, mais il n'est pas au gouvernement, tu as remarqué. Il parraine un groupe de 29 députés. Bon, il a pu placer, il a fait monter Béchu. Béchu qui était sous-ministre et qui est devenu super-ministre, un des deux de l'écologie, hein, dans la nouvelle équipe Borne. Mais qui doit vivre avec une polémique aussi sur certains de ses propos du temps du mariage pour tous, hein, de manière moins caricaturale que ceux de Caroline Cailleux, mais on lui reproche des choses. Il fait partie, attention à ce et en même temps, où tu mets et la droite et la gauche, mais là, la droite, avec M. Abad, Mme Cailleux et M. Béchu, c'était une droite très conservatrice et très réactionnaire, enfin, un peu réactionnaire. Oui, mais réactionnaire. Voilà, un peu réactionnaire, très conservatrice. Donc, à un moment, ça va pas. Il y a des problèmes à gérer tout ça. Et M. Philippe, des trois, je dirais, donc il est à l'extérieur. Alors là, il y a deux thèses. Moi, j'avoue que j'ai pas encore bien opté. Enfin, je privilégie plutôt l'une, mais parfois je suis après surpris par les choses qui peuvent se passer ensuite. Il y a ceux qui disent que c'est lui qui sera le dauphin, que c'est lui qui est le plus capé, qu'il a été aimé par l'opinion à un moment et que finalement, voilà, et que c'est celui que Emmanuel Macron craint le plus et que leurs rapports sont très tendus et qu'en fait, il n'y a que deux ministres. Hein. Il y a dans ce gouvernement proche de lui, donc Béchu et Mme Firmin Lebaudot, hein, qui est le bras droit à Rouen à Wavre de M. Édouard Philippe. Et puis, il y a ceux dont je me sens un petit peu plus proche qui disent qu'en fait, il est un peu trop dans le je sais pas, il est un peu trop, il se regarde un petit peu trop le nombril
Édouard Philippe, il est un peu trop, peut-être, velléitaire, un peu, il y pense toujours, mais il s'en donne pas forcément les moyens. Enfin, je lui sens moins une capacité d'organisation que les autres. En veut-il autant? Je ne sais pas. Voilà, En tout cas, j'ai des il n'a doutes. pas, En gros, c'est le plus haut dans les sondages, mais c'est pas forcément celui qu'on retrouve à l'arrivée. Voilà, je suis un petit peu de les, ce les- sentiment-là. les dauphins de la citation, ils sont voués à finir échouer sur la plage. C'est ça. Comme Michel Rocard avec Mitterrand, ça lui a pas réussi. Et dauphin, c'est à un moment, il faut tuer le père, comme dirait l'autre. Et Oui, il mais il a pas montré au moment, en tout cas médiatiquement, il l'a peut-être fait en non. souterrain, mais il n'a pas montré de force, quoi. Alors Macron l'a montré avec François Hollande. Il a tué le Voilà, père. c'est ça. C'est ça la différence. Alors Euh, lequel tuera le père? Enfin, le vainqueur, ça sera lequel s'inscrira pas dans la continuité de Emmanuel Macron, parce que plus ça va hmm. aller, sois attentif aux affaires qui vont sortir, qui vont se multiplier, à mon avis, de révélations, parce que les gens vont intérêt à noircir le bilan. Bien sûr. Tout ce qui ne pouvait pas sortir pendant le quinquennat, ça va sortir. Et ça va être alimenté par des proches de ces gens dont on parlait. Hein. Et Donc, c'est celui qui se démarquera le plus, je pense, d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, qui aura le plus de chance. n'oublions jamais que c'est tes proches qui te balancent Oui, vieille les règle. affaires. C'est jamais, je tiens à le rappeler à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent, ce n'est jamais les opposants qui sortent les affaires, c'est toujours un proche qui sort l'affaire. C'est tout le temps le cas, tout le temps, tout le temps, tout le temps le C'est cas. vrai, Il n'y a pas de complot des opposants, c'est un proche qui te descend. c'est vrai. Je Judas suis mangeait d'accord. à la table de Jésus. Voilà. Mais petite référence biblique. Est-ce que pour toi, il y a un gagnant de ce premier semestre? Alors, le RN, incontestablement. Qui aurait parié que le RN aurait 89 députés? C'est hallucinant. Même Et le pas RN elle. qui avait des problèmes d'argent va devenir riche et il va pouvoir vraiment s'installer. Et puis en plus, une grosse partie de ses élus viennent du parti du Dupont-Aignan, hein, qui sont reconvertis, qui sont passés au RN depuis quelques années, mais on s'aperçoit qu'il y a une belle frange là de gens qui venaient pas forcément de l'extrême droite du RN, donc de gens qu'elle avait fait venir de LR, des Républicains et de Dupont-Aignan, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ah non, moi, incontestablement, c'est le truc le plus fort, c'est un RN plus fort qu'en 86. En 86, Hmm. Mitterrand, 36 députés. Là, Et c'est c'était la proportionnelle. 89, sans la proportionnelle. Ça montre que le pays est très, très mal. Hmm. Oui, Et, ça veut dire qu'il y a 89 territoires où, face à un républicain, la population a choisi l'extrême droite. ouais, parce qu'une partie du camp d'un des deux partis, ou de la gauche ou d'En Marche, ça préférait voter. C'est abstenu, c'est pas mobilisé pour le candidat républicain. Est-ce que, toute dernière question, Oui, pour toi, pendant cet été, qui il faut observer, quel camp il faut observer et où ça va se passer? S'il y a un truc qu'il faut rester éveillé, c'est sur quoi? il faut voir la manière dont Emmanuel Macron restructure ou non ses équipes à l'Élysée. Comment il Ah, remanage, comment. Alors, ça a commencé déjà cette semaine avec le remplacement du préfet de police. Enfin, on n'est pas à l'Élysée. Mais est-ce que Alexis Collère finalement va rester ou pas? Est-ce que qui c'est qui va arriver? Comment il va staffer son équipe? Est-ce que je ne sais pas. Et est-ce là, que c'est la très renaissance, important pour la suite. Est-ce qu'il va est-ce que la tenir? renaissance de chez Macron, ça se passe à l'Élysée, c'est ça pour toi? Ouais, enfin, ils vont essayer de staffer aussi, de créer ces journées promis, je crois, à la présidence de Renaissance. Bon, mais ça, c'est plus anecdotique. C'est la manière dont le président va s'entourer. Plus que jamais, c'est un paradoxe. Ce qui est à surveiller, c'est l'entourage. Est-ce que ça sera toujours le même? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il va faire venir des anciens, des vieux sages? Est-ce que certains vont être virés? Voilà, ça apprendra beaucoup sur sa capacité à, à muer, à se convertir, à changer, à se changer lui-même. Et là, j'ai des doutes. Mais bon, ça, c'est Euh, ça qui va m'intéresser, moi. Alexis Collère, rappelons que pour beaucoup d'analystes, c'est le cerveau droit de Macron. Donc, se séparer de son cerveau droit de Macron, ça serait un signe Ouais, fort. mais on a quand même beaucoup glosé sur le fait qu'il y avait eu des différences d'analyse et que, par exemple, M. Colère voulait Mme
Borne, alors que M. Macron était tenté par Mme Vautrin, etc. Alors, même si les entourages ont grossi ces difficultés, ces différences d'analyse, enfin, Alexis Kohler, voilà, commence à être un peu critiqué. Alexis Kohler aussi est critiqué aussi par le fait qu'il serait trop associé à cette image jupitérienne, très techno du président, et je ne pense pas que du jour au lendemain, il va se changer là-dessus. Et sa péroraison sur une interview du 14 juillet était quand même le fait de rappeler sa doxa, ses fondamentaux de campagne, et puis advienne que pourra. Hein. Vous me suivez, ou si vous ne me suivez pas, il y aura des référendums, il y aura peut-être autre chose, quoi. Je vous redemanderai votre opinion, mais visiblement, c'est un gouvernement toujours assez de commando et très, très présidentiel qui va continuer. Nonobstant, il va y avoir des choses qui vont changer parce que les gens sont fatigués autour de lui. Il va intégrer on va avoir des surprises par des nouveaux arrivants et des départs. J'en suis convaincu. Et ça, c'est au mois d'août que ça se passe. C'est au mois de juillet, au mois d'août. Et ça, c'est hyper intéressant à suivre. On en reparle quand tu veux, Lionel. Merci Philippe De pour rien. encore cette analyse. Philippe Riet, ancien rédacteur en chef de la lettre de l'expansion, fidèle de chez Fidèle du Ah rendez-vous ouais, du Club Lamartine. fidèle au Et club Lamartine. merci Oui. pour toutes ces analyses. Je t'en prie. Je te souhaite un bon été. Oui, on S'il y se a une retrouve à la urgence, rentrée. on S'il y a une reprendra, urgence, ah oui, on fait on du reprendra breaking news. Hein. une breaking news Ça peut arriver aussi hein, dans l'été. en direct. Merci Philippe et je te dis à bientôt et je vous souhaite tous un bon été. Au revoir. Un bon été, au frais. À bientôt. À Au bientôt. revoir.